Eh bien, aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir le premier ami du podcast. Lorsqu'on avait commencé le podcast, Anthony, on en parlait là, on va commencer l'enregistrement. Tu étais à ta deuxième année dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay. Et puis, avec le fil du temps, tu étais devenu le premier ami du podcast. Donc, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas reçu dans le podcast Le Sac du Cœur. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de refaire de moi un ami du podcast. On dirait que je n'étais plus l'ami, là. Ah non, on t'a jamais oublié, on t'a jamais oublié. C'est juste que ça n'a pas donné. Je t'avais invité il y a quelques mois, ça n'a pas donné, mais là, finalement, on est en mesure de t'avoir en entrevue. Maintenant que tu es rendu un retraité, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, comment le temps passe vite après 6 saisons dans la NFL, une bague du Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ben, c'est déjà derrière toi, là, ta carrière dans la NFL. C'est vraiment incroyable parce que je me souviens lorsque les gens me parlaient de toi, lorsque tu jouais pour le Rouge et Or, puis on me disait, ouais, ils ont un ailier rapproché, il y a un joueur qui pourrait peut-être jouer dans la NFL éventuellement. Tu as connu une belle carrière, donc dis-nous, comment ça se passe à la vie de jeune retraité maintenant que ça fait quoi environ un an que tu as annoncé officiellement que tu prenais ta retraite? Mais tu vois, le temps passe tellement vite, là. Tu sais, on en parlait tantôt. J'étais l'ami du podcast deuxième année. Je me rappelle d'une entrevue qu'on avait faite ensemble. Je savais mon premier camp d'entraînement aussi. Donc, tout ça, ça passe vite. C'est des beaux souvenirs. Tu vois, depuis l'annonce de ma retraite, j'essaie de redonner le plus possible aux jeunes. Là, en ce moment, je suis entraîneur avec le Rouge et Or. J'entraîne les rapprocher les tight ends. Je suis un peu un assistant à l'offensive. Donc, ça, c'est super le fun. Ça me garde un peu dans un aspect compétitif aussi. Mais c'est sûr que également, avec mon frère, on a des camps de football l'hiver qu'on essaie de faire grandir aussi puis de leur donner le plus possible aux jeunes. Puis ça me garde un peu actif dans le monde du foot. Donc, ça, c'est super le fun. J'essaie de leur donner le plus possible. Ouais, ben c'est super ça de ta part justement là, de faire un effort pour redonner. Mais dis-moi, le coaching, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est ta première année sur le groupe d'entraîneurs du Rouge et Or? Quand tu trouves cette transition-là, là, justement maintenant, d'être un entraîneur de position? C'est super le fun. C'est sûr que c'est différent. La réalité, c'est que oui, je suis un retraité du football en tant qu'athlète, mais 31 ans, ça reste jeune quand même. Donc, c'est sûr, c'est différent. J'ai toujours aimé l'aspect coaching, l'aspect stratégique, tactique, même technique du foot. Donc, pour moi, c'est une transition qui était naturelle. Et tu vois, j'ai étudié en intervention sportive à l'Université Laval. C'est un peu ça qu'on voyait, le coaching, que ce soit nutrition, psychologie sportive, tout ce qui est un peu plus administratif aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, mais j'adore ce qu'on fait. On a une belle organisation ici à l'Université Laval, donc c'est super cool comme transition, là. Ben c'est ça, j'allais te demander depuis quand tu avais ça en tête de devenir entraîneur. Donc, il semble là, que même lorsque tu étais à l'université, c'est quelque chose qui t'intéressait, le coaching. Oui, absolument. Tu vois, déjà à l'université, là, j'essaie de redonner le plus possible aux jeunes. J'ai coaché au Mini Rouge et Or une année. J'ai coaché aussi au printemps en Beauce. Il y avait une ligue printanière, puis j'allais redonner un peu de mon temps. Puis ça, c'était le fun. J'ai tout le temps aimé connecter avec les jeunes. Puis tu vois, à ma dernière année dans la NFL avec Houston, j'avais été nommé position leader. Puis le coach de position, notre coach de les rapprochés, en fait, me demandait souvent si c'était correct ce que lui enseignait. Donc, tu sais, j'ai toujours pris un bon plaisir à connaître les techniques, les stratégies de façon approfondie. Puis je pense que j'aime aussi ça redonner, le montrer par moi par la suite, là. Ah ben c'est vraiment super ça de ta part. Puis à quel point c'est difficile aussi, ce n'est pas difficile justement de regarder les matchs de la NFL maintenant, à quel point tu suis ça? Est-ce que tu suis tes anciennes équipes, tes anciens coéquipiers? Est-ce que des fois tu as peur un peu des démangeaisons justement en regardant les rencontres? C'est drôle, c'est une bonne question. J'aime ça suivre mes anciens coéquipiers. D'ailleurs, tu sais, j'ai Dare Ogunbowale qui a scoré le touchdown gagnant de Houston cette semaine. Oui. Euh, Ensemble à Tampa. Ensuite de ça, on s'est retrouvés à Houston ensemble. Donc, lui, il a une belle histoire. C'est un gars qui était sur l'équipe de pratique au début à Tampa, puis il a fait son nom en pratique, justement, en en représentant les jeux adverses. Donc, le scout period qu'on appelle. Je trouve que c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup de jeux. Donc, je trouve ça le fun de suivre des gars comme ça.
Brevin Jordan, qui est allé rapprocher avec moi aussi à Houston quand j'étais là-bas, c'est une recrue. Puis tu vois qu'il évolue très bien à travers les années. Donc c'est le fun de voir les anciens coéquipiers bien faire, là. Ouais, ben oui, Jordan, un ancien de l'Université de Miami, là, si je me trompe pas, talentueux, ailier rapproché. Il va y avoir un match à Londres qui va être disputé dimanche matin, bon, bien sûr, à 9h30 à l'heure de l'Est. Puis lorsque tu étais dans la NFL, tu as eu l'occasion de participer à un de ces matchs à Londres de la NFL. On sait que la NFL, elle essaie de prendre de l'expansion au niveau international. Qu'est-ce que tu te rappelles justement de cette expérience d'avoir joué un match de l'autre côté de l'Atlantique? C'était super cool. Écoute, si je me trompe pas, c'était un 5-6 heures de décalage. Ça, c'était un peu plus difficile sur le corps. Je me rappelle, on était allé là en 2019. On jouait contre les Panthers. Et ce qui est cool, c'est que c'est un ramassis de fans de la NFL. C'est pas nécessairement les fans de ton équipe. Parce que, tu sais, on va se le dire, il n'y avait pas de home field advantage. Puis c'était supposé être un home game pour nous. On arrive à une game des Bucks contre les Panthers, puis tu avais des gens avec des chandails, des Jets, des Giants, des Pats. Donc, il y avait n'importe quelle équipe qui se pointait là. Puis ce qui était drôle, c'est qu'il y avait beaucoup plus. Les gens étaient beaucoup plus excités lors d'un punt et d'un botté d'envoi que, que d'un touchdown ou une longue passe complétée, parce que eux, c'est beaucoup des fans de soccer. Donc, tout ce qui était un botté était super spectaculaire pour eux. Donc, ça, c'était spécial à voir. Puis lors du match, c'est sûr qu'au début de la partie, il y a eu leur hymne national qui est God Save the Queen. Puis tout le monde chantait ensemble. Ça, c'était un moment extraordinaire. Je pense qu'il y avait 90 000 personnes qui chantaient ensemble God Save the Queen. Puis les gens étaient vraiment contents de nous voir là. Il y avait vraiment un gros engouement. Donc, ça, c'était spécial comme ambiance, là. Oui, puis ça avait été quoi la stratégie que vous avez utilisée pour vous rendre là-bas? Tu as mentionné le décalage horaire. Il y a des équipes qui gardent leur routine habituelle et puis qui partent le vendredi pour aller à Londres, malgré le décalage horaire, alors qu'il y a d'autres équipes qui quittent immédiatement les États-Unis pour se rendre en Grande-Bretagne le plus tôt possible afin de passer la semaine au complet là-bas. De votre côté, avec les Bucks, ça avait été quoi votre stratégie? Notre stratégie, ça avait été de partir plus tôt dans la semaine. Je pense qu'on était parti un lundi ou un mardi. Et on avait, comme tu dis, on avait gardé notre routine là-bas, en fait. Ça avait été quand même, ça avait été quand même challengeant parce qu'on avait accès on avait accès à un petit terrain synthétique de niveau secondaire. Puis il fallait rouler nos pratiques comme si c'était des pratiques normales. Donc ça avait été un peu challengeant. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines équipes qui décident de rester dans leurs installations parce que ils veulent justement contrôler ça, que ça ne sera pas un terrain de niveau secondaire ou peu importe. Mais ça avait été une belle semaine. C'est classique, le classique à Londres, là, il mouillait beaucoup, c'était un peu sombre, mais ça a été une super semaine, là. Est-ce que tu avais eu l'opportunité justement d'aller visiter un peu Londres? Bon, en même temps, vous êtes là pour jouer un match de saison régulière, bien sûr, donc un match qui compte au classement. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de littéralement jouer aux touristes un peu? Parce que d'être à Londres, c'est pas toutes les semaines qu'on a l'opportunité d'être là, puis il y a tellement de choses à voir. Tu vois, on avait tellement un horaire strict qu'on n'a pas eu le temps vraiment de visiter. Je sais qu'il y a certaines équipes dans ces événements-là qui arrivent plus tôt que ça même. Je pense qu'il y a des équipes qui jouent un match un dimanche, quittent vers Londres parce que c'est le match dans le sud qui est là-bas. Dans ces situations-là, tu as plus de temps pour visiter. Mais je sais que nous, on avait manqué de temps un peu pour ça. Puis ça n'avait pas été un climat favorable pour ça. Là, comme j'avais dit, il a mouillé beaucoup. Donc, on avait les pratiques, les rencontres, les meetings de correction et tout ça. Donc, on avait manqué un peu de temps pour visiter, malheureusement, là. Oui, mais il semble que tu gardes un beau souvenir, là, comme tu nous disais, malgré tout, de ce voyage, de ce match disputé là-bas. Ouais, c'est un excellent souvenir, comme je disais. Moi, ça m'avait fait rire il y avait beaucoup d'excitation face à tout ce qui est beauté de dégagement et beauté d'envoi. Donc, c'est ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Ça criait à tue-tête, beaucoup plus que lorsque c'était l'offensive ou la défensive qui était sur le terrain. Lorsque tu vois un match normal de saison régulière aux États-Unis, l'équipe qui est home, lorsque l'offensive adverse est sur le terrain, ça va faire du bruit.
Là, c'était juste une question de que c'était les special teams qui étaient sur le terrain. C'était vraiment bruyant, donc ça, c'était spécial à voir. Ouais, ben écoute, parle-nous du Rouge et Or avant qu'on se quitte. Que vous semblez connaître encore une fois une bonne saison. Alors, dis-moi, parle-moi de la saison là, du Rouge et Or. On est maintenant rendu au mois d'octobre. Alors, mine de rien, dans un mois, il va y avoir des éliminatoires. Alors, comment ça se passe de votre côté? Ça se passe super bien. Écoute, on a une jeune équipe. On s'améliore à chaque semaine. Là, on a passé la mi-saison. Donc, ça passe super vite. C'est une très belle saison. Il y a des bonnes équipes au Québec cette année, c'est sûr. Donc, c'est très compétitif. Euh, mais tu vois, là, on a une belle saison. On essaie de progresser de semaine en semaine. Puis je pense qu'on fait un bon travail là-dessus. Puis il faut juste rester en santé. Puis ça devrait bien aller pour le reste de la saison. Parfait, ben, c'est excellent ça. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. C'est super gentil.